Pas de questions? Ok, moi je voudrais finir dessus rapidement. Alors attendez, hop, on va pas commencer de suite, mais brièvement. Donc vous vous souvenez, on a travaillé sur l'impact de l'arrivée des femmes dans la discipline, sur les différentes manières d'appréhender le genre, sur les différentes facettes de l'androcentrisme. On a un petit peu abordé la question de la rupture épistémologique introduite par les études de genre et par la perspective en fait des femmes en anthropologie, donc qui n'est pas une perspective unifiée évidemment. On n'a pas eu le temps trop de voir les résistances. Je vais pas revenir dans le détail dessus aujourd'hui. Je vous ai mis quelques exemples sur le PowerPoint, donc qui est en ligne. Celui d'aujourd'hui aussi est en ligne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ayez bien en tête qu'évidemment cette histoire de rupture épistémologique, ça s'est pas fait déjà du jour au lendemain. C'est toujours en cours. En fait, il y a toujours des controverses. Le positivisme n'a pas disparu magiquement. C'est pas une approche épistémologique qui en supplante une autre. Aujourd'hui encore, alors je serais curieuse de savoir, par exemple, à Rennes, quand on vous demande de rédiger des devoirs, on attend de vous que vous écriviez au nous impersonnel. Ouais, c'est encore quelque chose qui vous est demandé? Ça dépend des profs? Je sais que par exemple, si vous allez à Paris, ça va être très marqué. Vous allez à Paris 8, ça va être, c'est interdit de faire ça. Ça veut dire que vous avez rien écouté. Enfin, c'est vraiment, vous êtes en train de montrer que vous n'avez rien écouté à ce qui vous a été dit en cours pendant vos 5 années d'études. Mais dans d'autres universités, typiquement à Sciences Po, d'où je viens, il a fallu que je me batte. Et aujourd'hui encore, on me renvoie des articles où j'ai dit je, nanana, et on me dit ceci est fort maladroit. D'accord. Donc vous savez derrière vous voyez quelle est la perspective théorique dans laquelle s'ancre quelqu'un qui vous dit ça. Hein. S'il ne veut pas que vous parliez au jeu, donc ça veut dire qu'il ne reconnaît pas, ou en tout cas il va falloir, d'accord, ça passe dans un petit encart introductif de dire que vous êtes socialement situé parce qu'on a compris qu'il fallait faire son petit catéchisme intersectionnel et ça doit disparaître du reste de l'analyse. Soyez vigilants à ça, et d'ailleurs ça c'est une tendance, je vous donne la parole. C'est une tendance qu'on va retrouver beaucoup dans vos travaux. J'attire votre attention là-dessus, je reviendrai évidemment dessus. Mais où souvent vous avez compris qu'il faut vous dire oui, alors je suis une femme de classe moyenne, métisse. Vous avez compris qu'il fallait le faire, mais souvent vous ne passez pas l'étape suivante qui va être de réfléchir à concrètement comment ça a impacté la collecte de vos données et comment ça pourrait impacter votre regard sur vos données. Manon, vous le dites. Absolument. Est-ce que ça serait ça? Pas du tout. Est-ce que vous savez comment? Alors, oui. C'est en haut? Soit c'est là, soit c'est sur votre. Là, il y aurait de la lumière? Merci beaucoup. Ok, donc je vous disais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il est bien en tête qu'il y a des résistances. On reviendra peut-être sur certaines d'entre elles. Je vais réfléchir parce que j'aimerais bien vous faire quand même un cours qui normalement arrive en toute fin de mon cours en 12 séances. J'ai besoin que le niveau sonore baisse un peu. Là, j'ai besoin de beaucoup pousser pour un... Merci. Vous avez, si vous avez besoin de communiquer, vous avez ces choses qui s'appellent le chat. Vraiment, c'est le moment de s'échanger. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il est bien tête qu'il y a des résistances qui sont toujours à l'œuvre. Je vais juste vous donner une petite anecdote, mais pour que vous voyez que c'est pas vieux, c'est de l'année dernière. Un de mes collègues me voit débarquer avec un bouquin qui a été coordonné par Nicole-Claude Mathieu, dont je vous ai déjà un peu parlé, dont on va beaucoup parler à la prochaine séance, qui est une anthropologue féministe matérialiste française. Et donc, ça s'appelle Une société sans femme une maison sans femme est une maison morte, qui porte sur les sociétés matrilinéaires et uxorie locale, c'est-à-dire que le mariage, on va y revenir après, enfin, les nouveaux époux s'installent dans la famille de l'épouse, et qui me
vois débarquer avec ça, donc un cours qui n'avait rien à voir, où lui, il donnait le CM et moi le TD, et qui commente « Ah bah c'est modéré comme titre, c'est comme tes positions sur le sujet devant nos étudiants communs. » Sachant qu'il n'avait jamais abordé mes positions sur le sujet, donc avec lui, donc je ne sais pas sur quoi monsieur se basait, simplement le fait que je sois spécialiste des études de genre, manifestement c'était déjà trop radical. Peut-être. Ou alors en m'ayant stalké. Je ne sais pas laquelle des deux options je préfère. Voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles on est toujours confronté. Et c'est bien en fait que quand je parle de résistance, c'est vraiment aussi une chose sur laquelle je vais pas mal insister. L'histoire n'est pas linéaire. Et le progrès scientifique, si tant est qu'on puisse parler de progrès scientifique, mais les avancées, en tout cas en sciences, ne le sont pas non plus. Et je voulais vous citer quelques exemples sur le genre où, certes, aujourd'hui, on va avoir plus facilement tendance à prendre en compte cette variable-là, mais qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais par exemple, en études quanti, ça va souvent être réduit à une simple variable descriptive, pas explicative. C'est-à-dire que, ah d'accord, il faut bien qu'on regarde s'il y a une différence entre les femmes et les hommes, mais on va juste remarquer éventuellement l'existence d'une différence ou d'une non-différence. Ça ne va pas être pris comme une variable qui va expliquer en tant que telle, potentiellement, cette différence. Typiquement, je vais vous donner un exemple, dans les études sur les adhésions aux théories du complot, qui sont multiples, il y a un constat assez régulier dans la littérature scientifique, c'est que généralement, les individus qui sont plus susceptibles d'adhérer aux théories du complot sont en situation de perte de pouvoir, qu'elle soit circonstancielle ou structurelle. Donc, en gros, ça va être classe populaire, ça va être population racisée, et on pourrait se dire, bah, les femmes, et non. Les femmes ont tendance à moins adhérer aux théories du complot, en tout cas des théories du complot politique, parce que sur les théories du complot médical, c'est plus compliqué que ça, mais théories du complot politique, moins que les hommes. Toute la littérature est d'accord dessus, mais personne ne trouve qu'il y a matière à se poser de questions sur le sujet, parce qu'une fois qu'on l'a dit, tout est dit. Hein. Voilà. Donc, premier exemple, on a toujours une tendance à assimiler genre et femme. Quand on dit genre, c'est les études sur les femmes. Alors que, évidemment, on peut faire des études sur le genre en faisant des études sur les masculinités. Et à l'inverse, on va avoir, il y a quand même un bon corpus maintenant d'études sur les masculinités, mais qui vont avoir tendance à étudier les masculinités de manière complètement décorrélée du lien avec les femmes, en fait. Où on va, si je veux dire réifier, c'est-à-dire qu'on va prendre comme quelque chose... comme une substance les identités masculines et les désarticuler, les décontextualiser des enjeux de pouvoir en fait entre hommes et femmes dans une société donnée, par exemple. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Bon, je pourrais vous en citer. Voilà, donc cette manière d'appréhender le genre comme quelque chose d'un peu substantialiste, voire de dire, vous vous souvenez, moi je vous ai dit, même si j'entends pourquoi on utilise les genres et que les deux usages, comme souvent, ne sont pas incompatibles, mais très souvent, quand vous allez voir les genres, on va avoir une tendance justement à appréhender les genres comme une identité, comme une substance, et pas dans la perspective de rapports sociaux dynamiques que je vous ai exposés. Le genre comme principe de division qui va fabriquer les genres. D'accord ? Donc on va avoir cette tendance-là dans la littérature contemporaine et beaucoup, notamment dans les travaux d'étudiants. Donc attention, premièrement, à la vision téléologique donc des avancées en sciences. Donc c'est cette idée que les choses suivent une trajectoire linéaire. Et je voulais aussi revenir sur attention aux effets grisants de la critique. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit, Margaret Mead, donc qui amène une critique des travaux. Alors elle ne va pas le faire forcément aussi frontalement, mais il va y avoir, suite à Margaret Mead, l'émergence de toute une tendance à critiquer les travaux antérieurs pour leur androcentrisme. Et puis il va y avoir, vous vous souvenez, une critique de Margaret Mead, vous vous souvenez un petit peu les critiques qui lui ont été faites ? Idéalisation des arts à pêche, vous vous souvenez, donc la société où tout le monde serait en gros doux et aurait des comportements, on va dire, de care et
de soins et de pacification, on va dire, de coopération, de soins. Et aussi qu'elle était installée dans des locaux qui appartenaient à l'État et donc qui la rapprochaient de l'administration coloniale, notamment. Plus il y avait des critiques sur sa logique, sur sa méthodologie, sur le fait qu'elle n'avait pas parlé aux hommes et que du coup, oh dis donc, quand on parle qu'à une moitié de la population loupe des trucs. Ah bah tiens, là on s'en rend compte. Mais donc je voulais vous dire, donc après ça, je vous ai fait une critique de la critique de la critique, qui était Nicole-Claude Mathieu, qui voilà, critiquait donc cette critique-là de Margaret Mead. C'est une espèce de tendance intra-référentielle, comme ça, dans l'anthropologie, aujourd'hui, à faire des critiques de la critique de la critique, et puis on finit par partir dans la stratosphère de la critique, et à s'éloigner complètement de la réalité du terrain, à tomber dans des choses très, j'y reviendrai probablement dans la séance 5, mais dans des choses très éthérées, comment dire, où on est dans du très conceptuel, et où on est complètement finalement déconnecté des considérations réelles, des représentations de la population sur place. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est attention, le dernier arrivé sur le terrain n'a pas forcément toujours raison. Et ça, on a cette idée qu'à partir du moment où quelqu'un est arrivé quelque part, et puis il y a un autre anthropologue, donc que ça soit il y a 5 ou il y a 30 ans, et que d'autres anthropologues ou une autre anthropologue arrive plus tard et dit « Ah ben non, moi j'ai pas vu la même chose », on a tendance à se dire « Ah ben le premier s'est planté, il ou elle a vu, a cru voir des choses, mais de manière erronée, et le dernier a plus raison. » Parce que derrière, on a intériorisé cette vision linéaire des avancées en sciences sociales. Et donc ce qui est plus récent serait plus avancé, serait plus pointu, serait plus juste, et donc plus vrai. Attention à ça, pour tout un tas de raisons, et où en plus on a un problème, donc ce que nous dit Testa, dont on a beaucoup parlé en séance 5, c'est qu'on n'a pas de méthode pour départager les deux. S'il y en a un qui me dit bah moi j'ai vu ça, l'autre qui dit ah bah non, il se plante, on n'a pas de méthode pour les départager. Et en fait souvent ce qui va se passer, c'est que les deux peuvent avoir raison ou les deux peuvent se tromper. Je vais vous donner donc un exemple. Alors oui, du coup, je ne l'ai pas là, mais c'est les rites de passage de puberté chez les Aranda. Donc il y a un peuple autochtone d'Australie où on avait Spencer et Gillen qui, eux, donc au 19e siècle, est-ce que j'ai la date exacte, 1897, vont faire du terrain là-bas et décrivent un rituel où concrètement il y a un viol collectif de jeunes femmes et où tous les hommes vont se partager, violer en fait tour à tour les jeunes femmes, et où ils vont passer, ils décrivent un ordre très précis qui est déterminé par la proximité de parenté, donc on va revenir sur ces enjeux de proximité de parenté entre les hommes et la femme en question. Et Meglut donc débarque 60 ans plus tard et dit alors pas du tout, ça n'existe pas, mes informateurs disent que ça n'existe pas et que ça n'a jamais existé. Qui croit? Et est-ce que vous auriez comme ça une hypothèse? Par intuition. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous viendrait pour expliquer le décalage? Oui. Il faudrait voir s'il y a eu des entretiens enregistrés ou retranscrits, ce genre de choses. Et en fonction de ça, on peut voir s'il y en a un qui a menti, s'il pas. Ah oui, donc vous partez sur l'hypothèse d'une invention, carrément. Ouais, c'est une possibilité. Ou mauvaise interprétation. Mauvaise interprétation, ok. Ouais. Je trouve que c'est toujours le même débat, c'est la pédophilie innocente avec les filles, sur les violences sexuelles. C'est toujours, on n'a pas de preuve des choses comme ça. En plus, si c'est un récit, si ça vient quelque part, ça n'a pas été fait sur rien de deux. C'est intéressant comme réflexion. Après, sur ce que je dis, la vision de la présomption d'innocence, je trouve ça un peu moyen, mais je pense que ce qu'il faut aussi se poser les bonnes questions, si ça a été dit, c'est que ça ne part pas nulle part. C'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez une réflexion que vous auriez à propos donc, de la société occidentale, mais qui va souvent être considérée comme compliquée quand on réfléchit de la même manière
sur une autre population parce qu'on va dire ah oui mais attention là il y a forcément risque d'androcentrisme ou d'ethnocentrisme, pardon, de projection de notre mode de fonctionnement sur d'autres sociétés, et parfois on va s'interdire des raisonnements qu'on se permettra sur nos sociétés-là, sur d'autres sociétés par peur. Mais en fait finalement vous êtes, avec cette hypothèse-là, vous touchez au cœur de l'explication, oui. Le deuxième anthropologue parlait d'informateurs, il faudrait voir qui sont ces informateurs. Alors, absence de preuve n'est pas preuve de l'absence, déjà, effectivement. Les premiers disent avoir vu quelque chose, la deuxième dit je n'ai pas vu et on me dit que ça n'existe pas. Mais attention, ayez bien ça en tête, j'ai déjà dû vous le dire. Hein. C'est clair ça? Absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Et très souvent, y compris des chercheurs et chercheuses en poste, vont avoir tendance à quand même confondre les deux. J'ai revu une main se lever par là. Après, il y a aussi le fait que, vu qu'il y a eu une première personne à aller sur le terrain, peut-être qu'ils ont vu ou entendu parler des récits qui a pu faire et ont voulu changer cette vision que les autres avaient d'eux en disant quand l'autre est venu, bah non, au final c'est pas vrai et on ne peut pas être assimilé à ça. Vous êtes très proche en fait de ce qui s'est joué. Effectivement, vraisemblablement, ces rites-là existaient bien, mais quand Spencer et Gillen, je crois que c'est Spencer et Gillen sont arrivés là-bas, donc en 1897, on est dans un contexte de société qui a pratiquement pas été contacté et qui a encore été très peu persécuté par l'administration coloniale en fait. Donc ils n'ont pas de raison de cacher leurs pratiques. Quand un anthropologue revient, donc je ne sais plus, c'est 60 ou 70 ans plus tard, ça a bien changé la situation. À ce moment-là, l'administration coloniale contrôle la quasi-totalité des populations autochtones, des populations aborigènes d'Australie de près, régule leurs pratiques sociales et les persécute pour toute pratique qui serait considérée comme déviante par rapport en fait aux normes occidentales. Et donc à ce moment-là, ça ne veut pas dire que le rituel n'existe plus du tout, encore moins qu'il n'a jamais existé, mais en tout cas, il est surveillé de près, et s'il existe encore, il est probablement pratiqué de manière dissimulée, et donc on ne va pas aller le raconter à la première occidentale venue. Ok ? Donc ça, je vais revenir aujourd'hui, ça va me permettre de faire la transition, c'est très important. Quand vous analysez des interprétations de données auxquelles vous-même vous n'avez pas eu accès, il faut toujours se poser la question du contexte historique, de recueil, de production et d'interprétation des données, et du contexte, quand je dis historique, c'est le contexte, on va dire, global, mais aussi le contexte individuel. Qui a recueilli les données? Donc encore une fois, si c'est, par exemple, je ne sais pas, un ou une anthropologue métisse, vous n'allez sûrement pas avoir les mêmes données que si c'est un blanc ou une blanche. Et de la même manière, si c'est un blanc ou une blanche, vous n'allez pas avoir la même donnée, ou un métis, ou une personne issue de cette société-là, vous n'allez pas recueillir les mêmes données. Et en fonction du contexte historique, vous allez avoir, et peut-être une société qui a finalement relativement peu évolué en tant que telle, mais dans ce qu'elle va permettre, dans ce qu'elle va laisser filtrer, ce à quoi elle va donner accès d'elle-même, ce qu'elle va laisser voir d'elle-même comme un individu en fait. Une société ne va pas laisser voir d'elle-même la même chose en fonction du contexte et de qui elle a en face d'elle et de quels pourraient être les enjeux. Ok ? En Afrique subsaharienne, on a eu un petit peu les mêmes enjeux avec ce qui pendant longtemps avait été appelé le prix de la mariée. Et puis, en contexte de décolonisation, il y a des anthropologues qui endossent le rôle de fer de lance de la réhabilitation de ces populations et qui donc vont essayer justement de prendre le contre-pied de cette vision de regardez, c'est des barbares, ils achètent leurs femmes. Non, qui vont rebaptiser ça, donc la compensation matrimoniale, ou qui vont parler de cadeaux. Sauf que en fait, est-ce que ça vous parle aussi un petit peu? Vous avez entendu ces controverses? Ils vont parler de cadeaux. Et du coup, d'après vous, est-ce que c'est l'un, l'autre? Est-ce que c'est quelque chose entre les deux? Est-ce que ça dépend des sociétés? Oui. C'est la même chose que la dot. C'est pas exactement. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il y a différentes modalités. Remarquez qu'on pourra. Je vais voir si j'ai le temps sur le mariage de vous faire un petit point. C'est juste le
Mais en tout cas, il y a des points communs, ouais. Alors, on va avoir des variations évidemment entre sociétés, mais on va avoir des sociétés où clairement des anthropologues qui cherchent à réhabiliter ces sociétés-là en contexte de décolonisation vont parler du cadeau. Et en fait, ce que dit Testard dans son texte, c'est que ça va être des sociétés où effectivement, s'il n'y a pas, si cette somme-là n'est pas payée aux parents de la mariée, en fait, le mari n'a pas les droits sur l'épouse, il n'a pas le droit de se marier, ou alors il va y avoir un mariage, mais qui va être considéré comme invalide, qui va être révoqué, etc. Et si ça n'est pas payé à temps, il va y avoir des vendettas avec parfois des meurtres. A-t-on vu un cadeau non offert donner lieu à une vendetta? Non. Donc c'est qu'a priori, on n'est pas tout à fait dans le cadre du cadeau. Pour autant, dans un certain nombre de ces sociétés-là, on n'est pas tout à fait non plus dans de l'achat. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mécaniques qu'on va avoir dans l'achat d'esclaves, par exemple. Où là, vraiment, on est considéré dans l'achat de la personne en tant que telle. Là, on va être dans le paiement de droits sur cette personne-là. Alors vous me direz, la frontière, elle est assez ténue. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Bon. Alors, aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le dur de l'anthropologie de la parenté. Il y a des questions juste là-dessus? Ok. Non, en fait, ça renvoie à quoi la parenté pour vous? Qu'est-ce que ça désigne? Une partie de la famille. Ok, pour vous, c'est une partie de la famille. Est-ce qu'il y a d'autres définitions, Margot? Oui, je dis ça pas mal avec des rôles un peu éducatifs, qui a un côté un peu transmission, socialisation, tout ça, et la parenté. Ok, est-ce que vous faites une différence entre parenté et parentalité? Oui. Parentalité, c'est plutôt relatif aux parents. Ouais. Aux parents en tant que tuteurs légaux. Ça va être plus large, ouais. Alors, bon, les frontières définitionnelles, alors je vais vous donner certaines définitions parmi toutes celles qui sont possibles. En réalité, ayez bien en tête que les définitions de parenté, de famille, en fonction du contexte, des théoriciens, ça va avoir beaucoup varié. Mais donc, je vais vous donner celle de Zimmermann déjà. Donc, c'est le lien entre des individus objectivement déterminés par des règles sociales et ou des connexions biologiques. Donc, par contre, cette définition-là, on peut étudier la parenté en termes de filiation biologique ou dans une perspective de sciences sociales. À ça, il faut ajouter la définition juridique, donc qui va codifier, réglementer dans les sociétés A et qui ont les sociétés avec État, qui vont donc réglementer ces règles-là, notamment en se basant sur des règles biologiques, mais pas que, en se basant aussi sur des règles sociales. Donc, par exemple, en France, sauf preuve génétique contraire, le père d'un enfant va être considéré, c'est le mari de la mère qui va être considéré par défaut comme le père de l'enfant. Okay, donc, c'est une convention sociale. Okay, qui n'est pas la même dans toutes les sociétés. Je vais bien insister là-dessus. Et donc toute l'ambiguïté de cette définition, elle tient dans le « et » ou. Donc, moi, la proposition, vu qu'on est en anthropologie sociale et culturelle, c'est de s'en tenir à l'approche sociologique, socio-anthropologique, mais vous allez voir que, historiquement et même encore aujourd'hui, on a du mal à se dépêtrer de la perspective, alors qu'il y a une perspective occidentalo-centrée, qui associe, en tout cas qui voit la parenté comme étant la codification sociale des liens en fait génétiques. Alors il y a 3 grands noms à retenir, je ne vous ai pas mis là, je ne les ai pas mis là vraisemblablement. Donc dans les premiers noms, les grandes réflexions sur la parenté, où est-ce que je vous les ai mis? Donc on a McLennan, c'est pas très important que vous le reteniez, McLennan, Bachofen, on va y revenir. Bachofen, ça a été le théoricien du matriarcat primitif,
En gros, ces deux-là, McLennan et Bachofen, ils sont tous les deux juristes. Et ils élaborent toute une théorie de différents systèmes de famille qui se basent sur une vision très évolutionniste où, au départ, ce qui est commun, c'est promiscuité sexuelle, c'est le chaos, il a fallu mettre de l'ordre dans tout ça, et ça évolue jusqu'à nous, plus ou moins. Chez Lewis Morgan, on va avoir quelque chose d'un petit peu similaire, mais lui, il va avoir le mérite d'avoir fait un peu de terrain et d'avoir quand même amené des choses un petit peu plus complexes. Attendez, je surveille l'heure parce que comme je sais, donc... Ok, ça fait déjà une demi-heure. Donc, il va avoir fréquenté les populations autochtones et ça va vraiment être un des théoriciens pionniers de l'étude de la parenté. Donc, pour lui, les systèmes de parenté, ils sont témoins des stades d'évolution, donc des sociétés. Et évidemment, sans surprise, la famille monogame serait donc, celle qu'on trouve en Occident, serait l'aboutissement de tout ce cheminement évolutif. Alors lui, il va quand même se baser sur des données empiriques, c'est pas purement conjecturel. Il va aller donc chez les Haudenosaunee, donc plus connus sous le nom des Iroquois. Donc on va trouver dans le nord-est de l'Amérique du Nord, et il va se rendre compte que les enfants s'adressent à leur oncle paternel en l'appelant père et à leur tante maternelle en l'appelant mère. Et donc, il va distinguer ce qu'on appelle ce qu'il va appeler les termes descriptifs et les termes classificatoires. Pour lui, ces termes-là, donc père-mère, sont des termes classificatoires parce qu'ils peuvent désigner plusieurs relations généalogiques en même temps. Alors qu'un terme descriptif ne va désigner qu'une seule personne, et il considère que chez nous, on n'aurait que des termes descriptifs. Pour lui, ce dédoublement du terme père et mère, en fait, serait une survivance de formes passées de mariage, où on aurait eu mariage polyandrique, donc où donc une même femme aurait été mariée avec plusieurs frères, et où en fait il y aurait eu impossibilité de savoir qui était le père biologique. Et donc, au cas où, comme il y a eu des rapports sexuels avec tout le monde, on appellerait tout le monde père parce que potentiellement c'est le père potentiel. Vous me suivez ? Sauf qu'en fait, il fait une erreur dans l'interprétation de ces données empiriques. Il considère que, en fait, il y a confusion dans la généalogie biologique, dans l'engendrement, alors qu'il n'y a pas confusion. En fait, le terme père, il n'est pas lié à un lien d'engendrement, c'est qu'il renvoie à un même respect qui est dû, en fait, au père et aux frères du père, et à la mère, et à ses sœurs. Okay ? Donc c'est lié à quelque chose qui est purement statutaire, qui n'est pas lié à la filiation génétique. D'accord ? Mais lui, partant de là, ça va être son interprétation, et donc qui va lui permettre de retracer différentes étapes évolutives où on a, 19e siècle oblige, sauvagerie, barbarie, puis civilisation. Donc on commence avec la famille consanguine, pour terminer avec la famille monogamique, qui, selon lui, donc, est marquée par l'égalité entre les époux, n'est-ce pas, au XIXe siècle. On adore. Voilà, avec donc au passage les Romains, etc. Donc, et par ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec son affirmation selon laquelle... Ouais, je vous donne la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec son... Oh, attendez, je vous donne la parole et je pose la question après. Allez-y, Nathalie. Non, mais c'est juste que ça rentre en contradiction avec quelque chose d'autre qu'on avait vu en sociologie, sur la famille consanguine, où on avait vu, je ne sais plus si c'était Durkheim ou quelqu'un d'autre, qui disait que dès lors qu'il y avait consanguinité, il ne pouvait plus y avoir société, et du coup c'était forcément c'était mené à la mort et à se coupler socialement. On y vient, c'est Lévi-Strauss qui dit ça, et on va passer une grosse partie du cours sur lui. Donc, mais si vous voulez, non, c'est pas contradictoire parce qu'il est en train de dire que c'est le point de départ et qu'en gros c'est vaguement
bon, c'est entre le singe et l'humain, la famille consanguine. Donc on n'est même pas sûr que ce soit tout à fait du social, en fait. Ok? Ouais, oui, c'est l'évolutionnisme. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que... je ne sais plus quelle est la question que je voulais vous poser, mais est-ce que... Ah oui, si, deux choses. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait que en Occident, par exemple, on va prendre en français, on n'a que des termes descriptifs pour décrire les membres, les liens de généalogie. Par exemple, oncle et tante, ça va désigner de manière indifférenciée des relations généalogiques très différentes dans certaines sociétés. Ça va désigner aussi bien les frères et sœurs du côté maternel que paternel. Dans certaines sociétés, ça va être complètement différent. On va avoir... Oui? En fait, on a des termes qui portent à confusion. On va dire un peu, mais par exemple, le terme belle-mère, de la même manière, qui désigne à la fois la mère du conjoint-conjointe et la personne qui se soit mariée avec le père. Tout à fait. Du coup, de fait, on a des termes qui ne sont pas descriptifs, je dirais, parce qu'ils ne sont pas précis. Exactement, ils sont polysémiques. C'est une des particularités des termes classificatoires. Donc vous avez certaines langues, par exemple en arabe, on différencie. Si vous dites le mot pour dire oncle, enfin il y a un mot spécifique, par exemple pour dire oncle paternel, tante paternelle, et vice-versa pour maternelle, et c'est pas le même mot. Par exemple, nous, oncle, ça peut aussi bien être donc un frère, aussi bien d'ailleurs du père ou de la mère, que l'époux d'une sœur de vos parents. Ok? Là, c'est pareil, en arabe, ce sera pas ça, ce sera l'épouse de mon oncle. Ok? Vous avez d'autres exemples d'ailleurs? J'avais envie, s'il y a des personnes qui ont, enfin voilà, ou qui connaissent ou qui appartiennent à des cultures diverses, vous avez d'autres exemples? Je suis preneuse. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Il n'y a pas de lien entre, qui distingue les deux types de frères et sœurs. Ah oui, d'accord, ceux où il y a effectivement un parent commun. Ou... Ok, effectivement, ouais. Bon. Il y a le terme cousin aussi, qui est vraiment super large. Ouais. Autant des frères des grands-parents que des cousins de notre génération, que les enfants de notre d'ailleurs. Tout à fait, et on va y revenir, ça dans certaines sociétés, cette différence-là, elle est déterminante parce qu'on peut se marier avec certains cousins, mais surtout pas avec d'autres. Oui. Au Sénégal, là, actuellement, les tontons tatas, c'est toutes les personnes qui sont plus âgées que nous. Ok. Pour le coup, la parentalité n'a aucun lien avec le terme tonton tata. Ok. Quel que soit le lien dans la famille et hors de la famille. Et même en termes de proximité, de connaissance, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas du tout, vous avez. Alors ça, on a pareil en Amérique latine, les enfants, dès qu'il y a un adulte avec qui ils ont un lien un petit peu privilégié, ils vont l'appeler tio, tia. Mon oncle, ma tante aussi. La parenté, les liens de parenté servent à signifier de la proximité ou de la hiérarchie. Oui, alors attendez, il y avait d'abord Mano. Ouais. De manière générale, on peut avoir tendance à poser des noms, que ce soit mamie quelque chose ou papy quelque chose, sur des gens qui ne sont pas nos grands-parents. Ouais. Et il y a même le terme de grand-père de cœur ou quelque chose comme ça, ou sœur de cœur, qui va être utilisé alors que ça n'a aucun sens d'un point de vue biologique, mais il y a des personnes pour qui ça fait sens. Oui. Alors attendez, vous pouvez me rappeler votre prénom? Oui. Moi, je veux dire la même chose que... Ok. D'accord, merci. Oui. Je veux revenir sur le. C'est un peu la même famille, mais c'est donc les tantes. En soi, je trouve qu'en France, des fois, il y a un peu cette similarité-là, enfin, qui est beaucoup moins présente. Mais c'est que, par exemple, la meilleure amie ou le meilleur ami de nos parents, depuis avant notre naissance, en fait, instinctivement, on va l'appeler tata ou tonton. Ouais. Est-ce qu'en fait, il a été présent, il a un peu un rôle dans la parenté. C'est ça. Donc même chez nous, vous voyez qu'en fait, la parenté, elle se réinvente, elle est plastique en fonction de liens sociaux, en fait. Même si on est dans un contexte social qui prétend être gouverné par des principes de scientificité et donc sur des bases biologiques, etc. En fait, vous voyez que chez nous aussi, ça ne se recoupe pas
nécessairement. Ok. Juste petite remarque, je ne sais pas si vous avez repéré, mais que l'argument de Morgan, bon, il explique éventuellement pourquoi on appelle les oncles, donc les frères du père, mais il n'explique pas du tout pourquoi c'est pareil pour les sœurs de la mère. Son histoire du mariage polyandrique, là, ça ne marche pas du tout, parce qu'il n'y a pas de doute sur qui est la mère biologique. Hein. Ok ? Vous suivez ? Ça c'est pareil, j'invite toujours à ce que vous soyez vigilants, parce que vous allez voir que très souvent, ils sélectionnent une partie du réel pour pouvoir coller à leur théorie. Ok ? Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Ok. Alors, Louis Dumont, donc, qui est un anthropologue structuraliste, va avoir théorisé l'idée qu'il y a eu un peu un clash pendant longtemps en anthropologie de la parenté entre l'école de la filiation et l'école de l'alliance. L'école de la filiation, donc ce que vous allez avoir en commun, c'est que pendant longtemps, c'est vraiment, comme je vous disais, un des domaines phares de l'anthropologie. On a l'idée que la parenté, c'est vraiment dans les sociétés sans État, c'est le principe organisateur, le principe de régulation premier des sociétés. C'est ça qui va définir les règles de conduite, les types d'interactions qu'on peut avoir entre individus et les types de relations statutaires, les types de liens, en fait, les types d'interactions, de relations et de liens qu'on peut avoir entre individus, qu'elles sont définies par la parenté. Donc, abandon de l'hypothèse évolutionniste, là je vous l'ai dit. On va avoir naissance du fonctionnalisme. Vous vous souvenez un peu, de toute façon, c'est des choses que vous avez vues en sociologie aussi. Le fonctionnalisme, on a l'idée que les institutions sociales existent, les règles, les normes, elles existent parce qu'elles permettent à la société de fonctionner de manière optimale. Et donc, cette approche-là, celle du fonctionnalisme, dont les grands noms sont donc Rivers, Radcliffe Brown et Fox, vont déboucher sur la théorisation de la parenté comme étant avant tout organisée autour de la filiation. Donc, si vous voulez, c'est la filiation qui est la pierre angulaire des systèmes de parenté et donc de l'organisation sociale. L'enjeu social de la filiation, c'est qui va hériter de quoi et de qui. Et quand je vous dis hériter de quoi, c'est pas juste des biens matériels, ça va être aussi de noms, ça va être du rattachement à un clan particulier, ok. Et puis ça peut être des fonctions aussi. On peut hériter certaines fonctions, donc typiquement, vous voyez, dans la royauté, c'est très clair, on hérite la fonction royale par lignée. Ok ? Donc il y a vraiment l'idée dans la filiation, c'est quelles vont être les règles de rattachement des individus et de continuité, de transmission au sein d'une société donnée. Comment se transmettent les noms, les biens, le pouvoir, les places, éventuellement les maisons aussi, les terres, qui peuvent rentrer dans les biens. Donc, cette théorie, elle va dominer les études de parenté entre les années 30 et les années 70, jusqu'à l'élaboration de la théorie de l'alliance. Donc, je vais y revenir après. Là, on va d'abord rester sur... Allons bon. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, attendez, je ne sais pas. J'ai la moitié de mon PowerPoint qui a sauté. Évidemment, c'est les choses dont je ne peux pas me passer. Ok, c'est un bonheur. Pourquoi il me les a fait disparaître? Ah, ok, ils sont là. Mais c'est super, il manque... Oh, alors c'est vraiment un bonheur. Bon, bah, je vais vous les redessiner. Ok. Système de descendance unilinéaire. Ok, je vais vous les redessiner. Je ne comprends pas pourquoi ça a sauté là et ça ne me plaît pas du tout, cette histoire.
Oui, dites-moi. C'est un bonheur. Ok. Quelle heure il est? Est-ce que ça vous va qu'on fasse la pause un peu plus tôt, le temps que je vois ce qui s'est passé? Soit c'est un mauvais diapo que j'ai téléchargé, soit je ne sais pas. Est-ce que ça vous va? 10 minutes de pause. Par contre, du coup, ça va être un peu plus... Parce que là, je vais devoir... en gros, on a toute la partie sur l'affiliation. Il va falloir quand même que je vous ai... Attendez, je veux bien... Pardon, faux espoir. J'en ai pour 2 minutes, promis. Juste pour vous expliquer un petit peu, que vous ayez ça en tête. Donc, en anthropologie de la parenté, hop là. Donc, vous allez retrouver beaucoup ce schéma-là. On part toujours... Vous avez déjà vu ça, ego, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ok. Ah, vous n'avez pas... Ok. Ego. J'ai besoin de votre attention 2 minutes de plus avant de remplacer... je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon PowerPoint. Donc, ego, c'est le point de départ à partir duquel on va penser les autres liens. Ok. Généralement, il va être représenté... Ah, du coup, attendez, je ne vais pas du tout faire les choses dans l'ordre. Généralement, il va être représenté par un triangle et un rond, sachant que généralement le triangle représente le masculin et le rond représente un individu féminin et le triangle un individu masculin. Les types de liens que vous avez, en fait, c'est des choses que vous connaissez dans les arbres généalogiques. L'alliance, elle va être représentée soit par ce symbole-là, ok, soit par une espèce d'égal, comme ça. Je crois que ça part un égal. L'affiliation, c'est un trait vertical. Oui, vertical. Bon, c'est ce que vous allez retrouver dans les arbres de généalogie en général. Et la germanité, donc là, alors je vais continuer à avancer. Donc là, vous avez une sœur et son frère, ok? Donc lien de germanité.